La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Et JE, ce soir, on en a parlé plus tôt dans l'émission, un super dossier là, sur les réseaux sociaux comme lieu de recrutement pour les proxénètes. Et les policiers qui couvrent particulièrement le proxénétisme et le proxénétisme, plutôt la traite des personnes, l'affirment d'emblée. C'est vraiment comme pêcher à la dynamite pour les proxénètes que de recruter sur les différents sociaux. Alors, au banc des accusés, les TikTok de ce monde et les Instagram et les autres, ça a changé complètement le visage de la prostitution, nous disent Catherine Lamontagne et Denis Thériault. Ce sont eux qui ont travaillé sur l'émission de JE de ce soir. On en a profité aussi pour faire le point, après cette méga des années, après cette méga opération Scorpion dans la région de Québec où des proxénètes recrutaient de très jeunes filles dans un très vaste réseau qui d'ailleurs aussi s'adressait à certaines personnalités publiques. Ça a été un des scandales des 30 dernières années au Québec, l'opération Scorpion à Québec. Alors, je vais vous laisser tout de suite entendre un extrait de l'émission de ce soir. Nous l'appellerons Rosalie pour ne pas l'identifier, car elle n'avait que 13 ans lorsqu'elle a commencé à se prostituer. Il y avait une de mes copines du champ de jeunesse, qui elle, c'était aussi une recruteuse, OK? D'un proxénète. Fait que moi, j'ai regardé dans son téléphone, puis j'ai vu les sites d'escorte. Fait que moi, je me suis pas fait avoir. Au début, là, je le faisais vraiment par mon bon gré, OK? Rosalie avait compris qu'elle avait besoin d'un proxénète pour avoir de la protection, pour se déplacer, pour gérer les rendez-vous avec les clients. C'est juste que c'est tellement compliqué quand on est jeune et mineur. On peut pas avoir tout le contrôle. On n'a pas de voiture. Il y a plein de choses qui viennent en compte. Fait qu'on réalise que comme c'est plus facile que quelqu'un nous accompagne là-dedans, ou un proxénète, puis aussi on se sent plus en sécurité. C'est moi qui est allé vers les gars. Genre, c'est moi parce que moi, je sentais comme un réconfort vers, tu sais. Il y a des garçons qui ont même jamais envisagé d'être proxénètes et qui se sont vus proposer par des jeunes demoiselles. Est-ce que moi, je voudrais travailler pour toi? À 13 ans, les jeunes femmes qui recrutent elles-mêmes maintenant. As-tu pensé à ça, Mario? À quel point ça donne une dimension différente à toute l'affaire? Alors, c'est ce qu'on aborde à 20h ce soir. 20h ce soir. Et je veux t'entendre, évidemment, sur un collègue d'un média concurrent, mais néanmoins, vous faites le même travail, journaliste d'enquête, attitré au crime organisé, Daniel Renaud, sur qui on apprend ce matin qu'il y a eu un contrat sur sa tête. Ouais, d'abord Frédéric Silva, donc le tueur à gages, l'un des plus malheureusement prolifiques au Canada, qui a été en 2022 là évacué du pénitencier où il se trouvait en hélicoptère par les autorités et amené dans une cache à quelque part dans la grande région de Montréal pour commencer à déballer son sac sur les dizaines de meurtres auxquels il a participé, les complots de meurtres auxquels il a participé, aussi des informations généralement parlant sur qui en veut à qui dans le crime organisé. Alors ça, on le sait maintenant, c'est lui qui est à l'origine de cette méga enquête Alliance. On en parle depuis le début de la semaine d'ailleurs, la plus grande enquête criminelle présentement en matière de meurtre, de complot de meurtre à avoir lieu au Québec. On apprend ce matin que Frédéric Silva, pendant qu'il était en prison et pendant qu'il subissait un procès, il travaillait pas encore avec la police à ce moment-là, bien évidemment, avait raconté aux policiers là, qu'il avait décidé de faire tuer Daniel Renaud. Daniel Renaud est un journaliste. Daniel Renaud est disons-le, tu dis très bien, Daniel Renaud, c'est mon compétiteur. Daniel est un journaliste que j'estime énormément. Je le trouve rigoureux, je trouve qu'il a du talent. On est peu à faire ce métier-là et j'ai beaucoup d'estime pour lui et pour son travail. C'est par où je commencerai à prendre ça? Mario, des gens qui sont insatisfaits de ce que nous écrivons dans les pages de journal ou disons dans certaines chroniques ou à la télé, dans le crime organisé, il y en a 13 à la douzaine. Parce que ce qui les dérange, c'est la vérité. Alors, ce que faisait Daniel Renaud lorsqu'il couvrait le procès de Frédéric Silva, ben, il écrivait la vérité, il s'en tenait, j'ai bien lu ses articles à l'époque, au substrat des procédures judiciaires qu'il voyait devant lui. Donc, c'est la seule...
aux faits. C'est la seule façon de couvrir un procès. D'ailleurs, on peut pas commencer à y mettre une touche, si on veut, de couleur, là, juste pour le plaisir d'en mettre. C'est pas comme ça que ça se fait. Alors, il semble que la vérité a choqué Frédéric Silva. Et alors qu'il était donc en prison, alors qu'il était à procès pour ses meurtres, il a décidé qu'il passait un compteur de meurtre avec des gens à l'extérieur sur la tête de Daniel Renault. Et il avait même pensé à un plan parce qu'il y avait une équipe de tireurs qui avait été pressentie pour accomplir cette besogne-là. Je cite ce que Vincent Larouche, le collègue de Daniel Renault, a écrit dans la presse en prenant les mots de Silva. Il dit « Je lui ai dit que le plan que je crois le plus faisable, c'est que le journaliste vienne de l'appeler, de lui dire que on a des informations à lui proposer sur des gangs qui tirent partout ou quelque chose du genre, lui donner rendez-vous à un endroit et de le tuer. » Ça, Mario, c'est le quotidien des journalistes qui couvrent ça. D'avoir des rendez-vous, d'aller, non pas à l'aveuglette, parce qu'on gère toujours très bien notre risque, mais des nouvelles, tu les trouves pas en arrière de ton bureau, Mario. Faut que tu te déplaces. Faut t'ailler sur le terrain, ouais. Faut que tu les rencontres. Ça se trouve pas à l'église, ces nouvelles-là. Ça se trouve à l'extérieur. Alors, c'est sûr que des journalistes comme Daniel, qui couvrent le crime organisé, sont exposés, je dirais probablement plus exposés que ceux qui font un travail tout aussi important dans d'autres spécialisations journalistiques à des situations qui peuvent s'envenimer. Souvent, il y a des gens qui sont mécontents des nouvelles que l'on écrit et puis qui passent à autre chose. La seule différence, Mario, je réfère au moment où toi, exemple, tu étais en politique. Je réfère au moment où d'autres l'étaient aussi. Quand il y a quelqu'un qui est mécontent de ce que tu as dit, ben, il va convoquer les journalistes, puis il va faire un point de presse, puis il va dire c'est de la bullshit. Puis voilà, ça, c'est arrivé comme ci, puis c'est arrivé comme ça. Puis Mario Dumont, c'est un si parce qu'il a prononcé de telles paroles, puis je suis pas d'accord. C'est pas la façon dont s'arbitre ces mêmes conflits dans le crime organisé. Et bien sûr que je le comprends, mais aussi je le déplore. Parce que je sais tout ce que ça implique pour Daniel. Je sais tout ce que ça implique pour sa famille d'apprendre qu'un contrat est mis sur la tête d'un être cher. Souvent, on a une compréhension, Mario, qui est un peu plus large que la moyenne des autres, comme dirait mon grand-père, des mécanismes qui régissent le crime organisé. On sait des fois qu'il y a des gens qui vont passer des contrats sur la tête de d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de leur ambition, puis on sait qu'il y en a qui ont les moyens de leur ambition. Frédéric Silva avait les moyens de ses ambitions. Et sais-tu ce qui m'étonne là-dedans et ce qui me fait un peu frémir, c'est qu'il en avait parlé à ses partenaires. Parce que Silva, parmi les partenaires avec qui il travaillait, il y avait les bonzes de la criminalité à Montréal et ils ont dit c'est ta décision puis on la respecte. Ce que ça veut dire, c'est qu'implicitement, sans cautionner le fait de s'en prendre à des journalistes, ben en fait, c'est pas compliqué, je me trompe, là. Il cautionnait implicitement le fait de s'en prendre à des journalistes. Puis c'est les partenaires de Silva, là, c'était des gens avec beaucoup d'influence. Alors, qu'est-ce que ça fait quand tu es l'objet de menaces comme celle-là? Ça induit du stress, ça induit de l'anxiété, ça en induit surtout chez ta famille. Parce que toi, tu connais ces codes-là. Mais les gens qui sont autour de toi, qui naviguent pas là-dedans à chaque jour, ils pensent quoi? Ben, ils comprennent pas ce qui se passe. Et là, ça implique que tu regardes toujours derrière ton épaule. Les journalistes qui couvrent le crime organisé, c'est un peu comme ça. On regarde à droite, on regarde à gauche, on se dit est-ce que la ligne où je suis en train de marcher, c'est la bonne ligne? Est-ce que j'ai un pas qui est trop à droite ou est-ce que je fais un pas qui est trop à gauche? Et il y a d'autres dangers qui guettent Daniel, puis qui guettent la poignée de journalistes qui couvront ça à Montréal. On est rendu très peu. Il y a Éric Thibault vraiment aussi. une poignée, là. Écoute, Mario, tu sais qu'est-ce qui guette aussi, c'est que tu commences à te restreindre énormément dans ce que tu essaies de publier. Parce que c'est pas une sous-classe de journalisme, les affaires criminelles puis les affaires policières. Ce sont des faits sociaux qui ont une incidence énorme sur la société dans laquelle on vit, sur l'état de droit, sur ce qui va se passer dans les prochaines années. On n'a pas les moyens ici au Québec, selon moi, de perdre, soit par retenue, soit par autocensure, des journalistes qui vont expliquer vraiment les phénomènes criminels comme ils se déroulent.
Je prends l'exemple de Frampton. Si les journalistes n'avaient pas écrit sur l'attaque du bunker des Hells Angels à Frampton par des ados de 14 ans partis de Montréal avec des AK-47 subventionnés par des plus vieux qu'eux, qu'est-ce que tu penses que ça aurait été la réaction du ministre de la Sécurité publique dans ce dossier-là? Il n'y en aurait pas eu parce qu'on l'aurait pas su. Tu comprends? T'as tellement raison. Alors ça, en terminant, à Daniel, à sa famille, à ses proches, à ses collègues, ils ont tout mon appui, ma considération, mon écoute et ma compassion. C'est un moment bien triste quand on apprend ça. Félix, on était curieux de t'entendre. Merci. Merci de nous avoir vous m'avez parlé entendu. de ça. Vous m'avez entendu. Oui. Et sois prudent. On est content de t'avoir tous les matins. Salut. Bien sûr.